Yes, ça c'est le fun. Ben, je vous donne directement la parole, madame. Nous vous écoutons. Je voulais rebondir sur la remarque en conclusion de Redouane sur l'importance d'intégrer les évolutions historiques dans les projets actuels d'un territoire. Ça, pour moi, c'est une remarque qui est très importante parce qu'on se rend compte, pour avoir travaillé avec des architectes, des gestionnaires ou des aménageurs, qui prennent de plus en plus en compte les réflexions historiques dans leurs travaux, dans les projets de requalification urbaine, par exemple. Même dans les projets d'aménagement ou d'adaptation de l'habitat aux réalités parfois d'un milieu, on se rend compte qu'il ne fallait pas construire en zone inondable et qu'on va se réadapter au territoire. Et aussi pour l'espace vécu pour les gens aussi, qui sont là de prendre en compte l'évolution urbaine et les traditions antérieures pour justement proposer des projets d'aménagement qui soient en adéquation avec la continuité historique qu'il y avait sur les lieux. Et ces approches comme tu l'as fait là sur la longue durée, moi, par exemple, j'ai eu le temps de le faire sur des villes avec une époque en géohistoire, mais c'est ce qu'on trouve plus ou moins en architecture, en faisant cette évolution sur la longue durée qui permet finalement de mieux comprendre les territoires actuels et les enjeux autour du tournant passé en histoire. Il est là aussi de pouvoir proposer en tant qu'historien une meilleure lecture du présent et des éclairages pour les gestionnaires actuels. C'est très important pour aussi montrer le rôle pratique de l'historien dans le présent. Oui, effectivement. Et heureusement que cette prise de conscience, c'est-à-dire commence, c'est-à-dire à donner ses résultats, comme vous dites, dans les projets opérationnels. Et cela, parce qu'à l'époque, et avec le mouvement moderne, surtout en urbanisme, en architecture, il y avait vraiment une mise à l'écart de ce processus historique de développement des villes et de territoires. Mais avec actuellement, et je pense que on commence à donner plus d'importance à ces processus qui sont très très importantes, et c'est notre rôle aussi en tant que doctorant et de chercheur aussi de mettre la lumière sur ces approches-là. Mais j'insiste sur le fait que pour l'approche de la typologie processuelle, c'est une approche qui est carrément basée sur l'observation. Donc c'est en quelque sorte le travail ça ressemble beaucoup au travail des archéologues. Donc on est là sur le territoire, on observe et on essaye de définir les types, les catégories, et on essaye d'attribuer et de constituer un phasage, des phases sur les périodes de développement. Mais c'est une approche qui est vraiment elle a été validée, et en faisant des jumelages ou des comparaisons avec l'histoire des territoires, on trouve vraiment des correspondances. Voilà. Ça m'a rappelé l'archéologie, justement, en voyant les phasages. Parfois, l'architecture va pas comme présent, avoir une démarche régressive pour reconstituer les étapes dedans, que l'archéologie va partir du site pour la fondation. Mais oui, ça rappelle beaucoup. Ouais. Ok. Merci pour la remarque. Allez-y. C'est un géographe qui a regroupé, que son projet de recherche est en train de regrouper et documenter les diverses routes de ça. Je ne pourrais pas dire tous les documents que lui a employés, même si lui, il les cite lorsqu'il la donne. Si jamais tu veux que je te donne où est-ce qu'il l'a pris, je peux te le dire. OK. Parce que moi, je travaille avec les méthodistes. Et c'est vrai que je me pose la question de la notion de coût commercial. Sans que ce soit propre à toi, ton propos. Mais en fait, moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les routes, sur la région où je travaille, et j'ai aucune idée de à quoi servent ces routes. Et du coup, moi, je considère que toute route a une vocation commerciale. Parce que même, par exemple, on avait fait une route de pèlerinage. En fait, le pèlerinage, c'est un moment commercial très fort.
Mhm. Mais on ne cartographierait jamais un espace route de manière très cartographiée comme ça. OK. Et en plus, alors moi je suis dans la zone de vide. OK. La zone où je travaille sur la carte. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route qui en fait n'est pas du tout une zone de vide parce que c'est une zone de montagne et je pense qu'on considère qu'il n'y a pas de route. En fait, il y en a beaucoup. Du coup, voilà. Ben, c'est pas mon projet, mais ce que je dirais pour le défendre, lui, c'est que c'est un projet qui est encore en cours, puis qui est encore en documentation. Si on regarde l'évolution, on peut voir qu'il a commencé, en ce cas-là, on peut dire effectivement qu'on peut être en désaccord sur l'utilisation de routes commerciales. Mais, par exemple, moi, je trouve que par rapport à Montpellier, justement, il y a beaucoup d'autres trucs que je sais qui sont là, qui ne sont pas sur la carte. Je pense que c'est surtout une volonté de donner une idée générale, du moins de pouvoir se figurer pour aider les gens, justement, parce que moi aussi, je me suis dit, effectivement, que les routes commerciales, c'est pas nécessairement la meilleure façon d'utiliser, d'avoir une carte liée à ça, mais ça aide simplement à vulgariser l'idée générale, puis l'essentiel des trafics importants qu'on peut voir à travers une documentation. Donc, pour moi, c'était plus l'aspect de vulgarisation qui était utilisé pour la carte. Quelqu'un d'autre? OK, je vais vous sortir du pétrin pour cette fois-ci. Alors, j'aurais une question pour Monsieur Mukelwa. Les deux présentations portaient beaucoup sur le bâti, n'est-ce pas, sur ce qui est très, très matériel. Spatial, oui. Et je me demandais, est-ce que, quand moi j'avais vu le nom de vos de vos projets, la marchabilité en ville pour votre part, et pour votre collègue, l'évolution des formes de solidarité. Et donc, je me demande où, quand et comment est-ce que vous faites le pont entre le bâti, le matériel et l'humain, et l'activité humaine, l'organisation humaine. Est-ce que vous essayez déjà de faire ce pont et ensuite d'essayer de comprendre comment ce bâti a agi, en fait, sur ces populations, ou est-ce que c'est pas du tout l'objectif, la finalité de vos travaux? En fait, oui, c'est une très bonne question. Donc, pour la question de la marchabilité, donc c'est justement, j'ai mis ça dans ma présentation parce que mon projet de recherche doctorale porte sur justement la relation entre la forme urbaine et la marchabilité, c'est-à-dire comment la forme influe sur le mouvement piétonnier et comment ça aide ou non. Donc, pour les présentations, on a essayé de les adapter par rapport au contexte du colloque. Donc, on était plus, entre parenthèses, morphologue, donc parler beaucoup d'espace et d'historique, d'évolution historique, etc. Mais pour cette approche de la typologie processuelle, j'aimerais bien signaler qu'elle peut être applicable pour diverses questions. C'est-à-dire, on peut l'utiliser pour la caractérisation de l'espace et pour traiter différentes questions. Par exemple, pour le cas de la ville de Mila, j'ai fait un projet de recherche sur le développement de la ville de Mila, mais la question de recherche, c'était lié à la question foncière et comment développer la ville ou implanter les extensions futures, etc. Donc c'était le foncier en quelque sorte, et on a pu, c'est-à-dire tracer le processus de développement de la ville, connaître quel est le rôle de la ville de Mila dans l'armature territoriale régionale, comprendre pourquoi elle ne pouvait pas assurer un rôle de commandement et pourquoi son statut a toujours été d'une petite ville de passage, etc. Et pourquoi les décisions politiques qui lui ont donné un statut de commandement n'ont pas été d'une grande, c'est-à-dire, disons, n'ont pas été de mon décision pour la ville. Donc ça, c'était un projet. Donc pour le projet actuel de la marchabilité aussi, on peut aussi utiliser cette approche
pour étudier la marchabilité, et cela en traçant le processus de formation et de transformation des territoires, pour aussi, parce que, comme vous le savez, les villes aussi ont été conçues tout au début par rapport au principe de la marchabilité, après l'avènement de l'automobile, donc c'est une nouvelle phase qui a été, c'est-à-dire, et qui a c'est-à-dire influencé sur la morphologie de nos villes, etc. Donc cette approche-là est utilisée pour, c'est-à-dire tout dépend de la question de recherche qu'on pose et les objectifs de l'étude qu'on veut, mais elle est là pour caractériser, c'est-à-dire pour dire comment la ville a transformé. Après cette caractérisation, après avoir comprendre le processus, là on peut, c'est-à-dire répondre à nos questions de recherche. Il faut aussi signaler que en fonction de la question posée, qu'on va choisir les échelles étudiées, parce que l'approche elle contient 4 échelles, mais des fois par exemple si je traite d'une question qui concerne le territoire, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'aux échelles du bâti et du tissu. Mais si, par exemple, je questionne quels sont les différents types bâtis qui composent la ville, par exemple, de Constantine, donc là, je suis obligé de passer par les quatre échelles, donc territoire, organisme urbain, après le tissu et l'unité bâtie, sachant que les 4 phases sont imbriqués de façon que les résultats de l'échelle du territoire vont nous renseigner sur les premiers parcours qui ont donné naissance à l'organisme. La formation de l'organisme aussi va conditionner celle du tissu et ainsi de suite. Voilà. Merci. Une dernière peut-être? Madame. Non. Merci. Comme je n'entendais pas toujours la question, je vais essayer de m'entendre pour tout le monde. Mais j'aime beaucoup cette approche que je connaissais déjà un peu. J'avoue que, bon, il y a une terminologie qui rend fort, mais ce qui me semble très intéressant pour l'historien, c'est de voir, comprendre la ville comme un objet. C'est un peu trop grand pour mettre dans un musée. Mais nous avons tendance à nous enfermer dans les textes. Puis là, prendre la ville comme un texte, comme un objet de l'historien, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel à mettre en commun. Et puis chaque fois qu'on s'en va, là je le sens comme géographe, chaque fois qu'on se... Et avoir travaillé avec des épidémiologistes, toutes sortes de gens, chaque fois qu'on essaie le travail en équipe à travers ces cloisons, on a toujours un problème de vocabulaire, mais la présentation en visuel, ça a été formidable parce que là, on arrive à mieux comprendre et à passer à travers le problème de vocabulaire. Okay. Merci beaucoup. Voulez-vous ajouter quelque chose? Une question? Ah, ok. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ok. Juste puisque je n'aime pas l'injustice, je vais tout de même rendre les choses égales et interroger mon collègue de Sherbrooke ici. Et je me demandais simplement, est-ce que, à quel point, je ne sais pas là si mon intention n'est pas de vous piéger, et je ne sais pas si je m'apprête à le faire. Je me demandais juste à quel point est-ce que vous savez si Montpellier est particulière dans sa tentative, dans sa création de mémoire, dans sa création d'identité. Est-ce que Montpellier est une anomalie ou est-ce qu'au contraire, on est précisément dans cette époque du Moyen-Âge dans un mouvement beaucoup plus étendu où les villes tentent précisément de se fonder, de s'ancrer dans la mémoire? Je vais me concentrer sur le sud de la France parce que c'est vraiment l'exemple que je connais. C'est pas uniforme, mais il y a quand même effectivement une période de création identitaire qui se fait à ce moment-là.
je n'ai pas des exemples particuliers, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que Montpellier est considéré comme en avance sur les autres à ce moment-là, ou du moins la documentation semble révéler ça. Il faut dire que Montpellier a l'avantage d'avoir une documentation qui a été assez bien conservée par rapport à d'autres villes du sud de la France. Puis justement, elle est vraiment connue pour qu'à cette période-là, elle innove au niveau de sa mémoire. OK. Donc, elle innove, là, même par rapport à ses voisines, là, par exemple. C'est du moins ce que l'historiographie semble faire ressortir. OK. Merci. Bon. C'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté nos collègues et merci à vous deux, vraiment. Merci à vous.